Bonjour à tous. Me revoilà et aujourd'hui on est le mercredi 10 juin 2026. Notre cher ami, notre frère, le lieutenant-colonel Anthony Aguilar est avec nous. Bienvenue Anthony. Merci. C'est toujours un plaisir d'être ici. Ces dernières 24 heures ont encore été très chargées. Exactement. Anthony, je veux commencer par l'attaque en cours. Les États-Unis, Donald Trump a déclaré aujourd'hui qu'il allait attaquer l'Iran. Et l'attaque est en train de se dérouler pendant qu'on parle. Il semble que la première vague soit terminée. Ils ont frappé 7 zones, tu sais. 7 zones de l'Iran, dans le sud, essentiellement dans la partie sud du pays. Bandar Abbas, Assalouieh, l'île de Sirik, l'île de Keshm, et puis l'île de Kangan, qui est proche d'Assalouieh. Assalouieh, c'est dans le sud, tu te souviens, là où se trouve cette usine de gaz, dans la région méridionale de l'Iran. Ils ont essayé de toucher le complexe pétrochimique d'Assalouieh, qui est l'un des sites industriels les plus importants du pays, dans le sud de l'Iran. C'était un missile de croisière, intercepté par le système de défense aérienne iranien. On dirait que la première vague d'attaque est terminée. Et tout a commencé avec cette attaque-là. Vous vous souvenez? Hier, on parlait de l'hélicoptère Apache qui avait été touché par un drone. Toute cette histoire me paraît vraiment fragile, à mon avis. Mais c'est bien comme ça que tout a commencé. Ensuite, il y a eu la riposte iranienne. Apparemment, cette riposte a été un peu trop lourde à digérer pour Donald Trump, et c'est pour ça qu'il attaque de nouveau. Il a dit que ses objectifs étaient de forcer l'Iran à adopter une nouvelle position pour faciliter des négociations avec Téhéran. Voilà l'objectif que Donald Trump a annoncé. Quelle est votre lecture de la situation jusqu'à présent? Oui, je suis tout ça de près. Je me tiens au courant de tout ce qui se passe. Et surtout, maintenant, alors que les États-Unis frappent à nouveau. Le commandement central américain a annoncé qu'une centaine de cibles étaient prévues pour cette nouvelle phase pendant la nuit, quand il fait encore noir au petit matin, au moment où les frappes vont commencer. On sait qu'un F-16 a tenté d'intervenir dans l'espace aérien, mais qu'il a été pris en embuscade par un système de défense antiaérienne et a dû se retirer. On sait aussi qu'il y a maintenant des informations, peut-être encore à confirmer, selon lesquelles un destroyer américain aurait été touché par un missile de croisière dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a fait une déclaration officielle. Le détroit d'Ormuz est fermé à toute circulation, absolument tout. Quel que soit le pavillon ou l'enregistrement, tout est bloqué. Alors, l'Iran a maintenant isolé le détroit d'Ormuz, au point que tout ce qui y entre sera considéré comme hostile. Donc, si on regarde comment les États-Unis vont réagir, comme je l'ai dit, le commandement central a déclaré que, selon leurs propres mots, la nuit allait être chargée pour eux, avec des centaines de cibles prévues. Mon analyse, c'est que je ne pense pas qu'un hélicoptère Apache ait été touché par quoi que ce soit. Je ne crois même pas qu'un Apache soit tombé, d'une manière ou d'une autre. Quand on regarde cette histoire, il y a juste assez d'éléments vrais pour que ça paraisse plausible. Mais les détails, eux, ne tiennent pas la route. Si un hélicoptère Apache avait été frappé par un drone Shahed à usage unique, il aurait été complètement détruit. L'hélicoptère Apache n'a pas de siège éjectable. Il n'y a aucune issue. Donc, si les États-Unis adoptaient le récit selon lequel un de leurs drones aurait détruit notre Apache, l'aurait fait exploser, et que le pilote serait mort, ce serait un vrai camouflet pour le complexe militaro-industriel et pour la technologie de l'armée américaine. Imaginez un drone à usage unique, imprimé en 3D pour $30 000, capable de verrouiller sa cible, de frapper et de toucher un Apache Guardian à $100 millions. On ne peut pas dire qu'il a été détruit. Alors on dit qu'il a été touché et que les pilotes, se sont écrasés en mer. Mais si c'était le cas, il aurait forcément fallu une opération de sauvetage.
Et là, les États-Unis sortent cette histoire. Il aurait été secouru par un bateau drone. Sérieusement? Et là, on dit, c'est la première fois dans l'histoire. Eh bien, si c'est la première fois dans l'histoire, c'est parce que c'est absurde. Ça n'a aucun sens. Mais si on avait dit qu'ils avaient été secourus par un navire militaire, là, il aurait suffi que n'importe qui aille voir les données publiques sur les entrées et sorties dans le détroit d'Ormuz pour constater qu'il n'y avait aucun bâtiment américain là-bas. Donc, c'est pas vrai. Ce n'est pas comme si les gardes-côtes américains patrouillaient au large d'Oman. En fait, tout ce qui est factuel aurait pu être facilement contredit ou démonté si c'était réel. Alors ils ont inventé cette histoire complètement farfelue. Le navire a été touché, mais pas détruit. Ils sont tombés à la mer et ont été secourus, mais pas par un bâtiment de la marine américaine. C'était un bateau drone. D'accord. Même si c'est vrai, comment sont-ils revenus? Qui sont ces pilotes? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la vérité? Y a-t-il des débris? Y a-t-il la moindre preuve de ça? Mais maintenant, les États-Unis sont complètement passés à autre chose. C'est déjà de l'ancienne histoire, même si ça date d'à peine 24-48 heures. C'est déjà du passé. Oubliez ça. On veut juste que vous vous concentriez sur le fait qu'ils ont frappé un Apache, donc on les frappe en retour. D'accord. Mais au milieu de tout ça, vous avez frappé un Apache, on vous frappe. L'Iran, lui, était encore en train de répondre à ce qu'Israël avait fait en franchissant cette ligne rouge avec ses frappes au Liban et ses frappes de représailles contre l'Iran. Donc, les États-Unis sont un peu intervenus, pas vraiment au début d'un nouveau quart-temps, mais plutôt en plein milieu, même pas pendant un temps mort, mais carrément au milieu d'une action, en plein quart-temps. Et là, ils ont dit, « Ah, on va rejoindre cette équipe, maintenant, à cause de ce que vous avez fait l'an dernier, ou la saison dernière. » Vous voyez? Et en fait, ce que les gens doivent faire, c'est regarder à travers le brouillard, à travers la fumée, et se dire, l'attaque contre l'Apache, c'était un prétexte, non? Le plan qu'on met en œuvre en ce moment, le plan que les États-Unis exécutent avec le nombre de cibles, les ressources, les navires, les avions, les radars, les missiles, les avions ravitailleurs et tout ce qui a été déployé à travers l'Arabie Saoudite, le Koweït, tous ces endroits, tout ça, c'était prévu à l'avance. Tout était déjà en marche. Ce que l'administration cherchait, c'était simplement le prétexte, la plus petite raison pour pouvoir dire « voilà pourquoi on fait ça ». Donc oui, tout ça a été planifié. Et ce qu'on voit maintenant, ce qui est en train d'arriver, malgré la multitude de cibles, de Téhéran jusqu'à la côte, là où on a vu la plus forte concentration, là où les frappes se répètent encore et encore, c'est bien cette zone dont vous venez de parler, ici, dans le détroit d'Ormuz. Voilà Bandar Abbas. Oui. Vous voyez, l'île de Sadiq se trouve par ici. Donc toutes ces zones que les États-Unis frappent en ce moment, des frappes concentrées et continues, c'est aussi là qu'il y aurait apparemment des indices qu'un missile de croisière iranien aurait touché un destroyer américain. Rappelez-vous, pendant ce blocus, les États-Unis n'étaient pas présents ici. Ils n'étaient pas dans le détroit, ils menaient un blocus à distance dans le golfe d'Oman. Donc, si un destroyer américain a été frappé dans cette partie du détroit, ça veut dire que les forces américaines sont maintenant en train d'y entrer. Et ça expliquerait toute cette concentration de tirs contre les forces à Bandar Abbas. Voilà l'île de Keshm, et ici, les îles de la Grande et de la Petite Tombe. Comme je l'ai dit, l'île de Sadiq est un peu plus bas, par ici. Mais vous voyez, une fois qu'on atteint l'île de Sadiq, on remonte, on commence à toucher ces zones, on continue à progresser. Et maintenant, on voit qu'il y a de vrais navires de guerre américains dans le détroit. Tout ça, c'était prévu à l'avance. Tout ça avait déjà été décidé.
l'unité expéditionnaire des marines numéro 31, la 82e division aéroportée, les Rangers de l'armée américaine, les forces spéciales, Delta, les Navy SEAL, les avions, les ravitailleurs et les appareils transférés vers la base aérienne en Arabie Saoudite, sous le commandement de la 387e escadre de bombardement. Toutes ces choses-là ne se produisent pas par hasard. Tout ça a été planifié. Et maintenant, on en voit la mise en œuvre. Et je pense qu'on va continuer à voir les attaques américaines se poursuivre pendant encore quelques jours. Elles vont rester soutenues, assez continues, disons. Et ensuite, il y aura une action navale. Je n'appellerai pas ça une invasion, parce qu'on n'envahit pas le territoire principal de l'Iran. Ce que je pense, c'est qu'il s'agira d'une attaque navale, d'un raid maritime, avec en plus des forces terrestres engagées de façon très limitée sur l'île de Keshm, pour la prendre et permettre ensuite aux forces navales d'entrer massivement dans le détroit. C'est à mon avis la prochaine étape. L'objectif, c'est de faire entrer les forces navales dans le golfe Persique. En fait, le nouveau rapport dit « Attendez, j'ai l'impression de m'entendre. Votre micro est bien branché au système. » Oui, mon micro est branché. D'accord. Oui, pour l'instant, c'est confirmé. Voici ce qu'a annoncé le quartier général central Khatam al-Anbiya d'Iran. Ils ont déclaré la fermeture totale du détroit d'Ormuz. Le communiqué précise que, suite à l'agression des forces américaines et au début des attaques de leur armée d'invasion dans certaines zones du sud de la province de Hormozgan, c'est la province de Boucher et de cette région-là. Oui, exactement, dans la province de Hormozgan, à partir de maintenant, en raison de l'insécurité dans la région, le détroit d'Ormuz est déclaré fermé à tout passage de navires, y compris les pétroliers et les navires commerciaux. Et tout passage sera pris pour cible. Jusqu'à présent, 2 navires ont déjà été visés dans le détroit d'Ormuz. Ces 2 navires ont essayé de traverser le détroit d'Ormuz. Ils ont été touchés par des drones ou des missiles iraniens. On ne le sait pas encore avec certitude. Mais voilà ce qui se passe. Et Donald Trump affirme, c'est un journaliste occidental qui vient de le rapporter, qu'il n'a pas abandonné la voie diplomatique avec l'Iran, même si sa patience est de plus en plus mise à l'épreuve. Je ne sais pas. Est-ce vraiment la bonne façon de communiquer avec les Iraniens? Il a déjà connu ce genre de situation pendant 40 jours de guerre. Il voulait forcer l'Iran à adopter une certaine position. Ça n'a pas marché. Et il essaie de refaire la même chose aujourd'hui. Si ce détroit est complètement fermé, cela veut dire qu'aucun navire chinois, pakistanais ou russe, personne, ne pourra passer par le détroit d'Ormuz. Et ça va avoir un impact énorme sur le prix du pétrole sur le marché. Oui, exactement. Et c'est là qu'on voit apparaître les relations stratégiques, ou du moins les relations transactionnelles à caractère stratégique. Il ne faut pas douter une seconde que, avant que l'Iran n'annonce la fermeture du détroit d'Ormuz à tout trafic, il se soit coordonné ou au minimum ait communiqué avec la Russie et la Chine pour dire « Hé, on est attaqué ». En fait, je ne dirais pas qu'il y a eu beaucoup de coordination, mais une partie, et dans cette partie, l'essentiel. Parce qu'il ne faut pas oublier que la marine de l'Armée populaire de libération, la PLAN, a toujours un navire de reconnaissance et de surveillance au large des côtes iraniennes, quelque part dans cette zone. Donc les États-Unis feraient bien d'être extrêmement prudents quand ils mènent des frappes le long de ces zones côtières. Parce que si ce navire est touché, la Chine entre en jeu. Et ça, c'est un front qu'on ne peut pas se permettre d'affronter en ce moment. Alors, il est très clair que les États-Unis préparent une opération navale à grande échelle, ou du moins plus importante, dans le détroit d'Ormuz. J'en suis convaincu.
Tout ce que j'observe, les ressources, la planification, la logistique, les actions, les frappes, les cibles, tout indique une telle activité. Ou bien, c'est une diversion stratégique, une sorte de leurre si vous voulez, pour attirer toutes les ressources de l'Iran vers le détroit. Et pour ça, il faut que ce soit crédible. On ne peut pas faire semblant. Il faut vraiment mettre des moyens en première ligne, comme une grande distraction, pour mener une opération en Iran autour de la question de l'uranium. Parce qu'il faut se rappeler que c'est justement ce que Donald Trump doit montrer à l'Amérique, à sa base, aux faucons de guerre des États-Unis et à tous ceux qui disaient « bombarde, bombarde, bombarde », qu'il va y avoir une bombe. Il doit montrer quelque chose à ce sujet. Le détroit d'Ormuz, ça c'est négociable. Mais cette affaire iranienne, cette histoire d'uranium iranien, c'est quelque chose que Trump doit aborder. Donc, soit c'est la première phase d'une opération pour déployer des forces navales dans le golfe Persique, s'installer au nord du détroit, prendre Keshm, contrôler cette zone, afin d'ouvrir une voie, un passage où les États-Unis peuvent entrer librement par le sud sans être interceptés, pendant qu'ils tentent quelque chose sur le territoire iranien, vers Téhéran. Soit cette opération est une grande diversion, une manœuvre destinée à attirer les ressources vers le sud, pour ensuite agir plus au nord, dans le centre-nord de l'Iran, et s'emparer de cet uranium. Mais ce qu'on sait, c'est que quelle que soit la raison, l'Iran le voit, et le monde le voit aussi. Je suis sûr que l'Iran reçoit des renseignements de la Chine, du genre « voilà comment les États-Unis opèrent dans la mer d'Arabie et même dans l'océan Indien », parce que nos forces navales viennent justement de l'océan Indien. Le porte-avions américain n'est pas stationné dans le détroit d'Ormuz. Le groupe aéronaval est déployé dans l'océan Indien. Donc tout part de là, en quelque sorte. Et cette vision d'ensemble, c'est la Chine qui l'a fournie à l'Iran. Du style, attention, il y a du mouvement. Ils déplacent leurs forces. Ils arrivent par le côté plutôt que par l'arrière. Ce genre d'information. Quand on met tout ça bout à bout, l'Iran sait que quelque chose se prépare. La Chine fournit les renseignements. Je suis prêt à parier qu'ils ont communiqué avec la Chine et la Russie, au moins dans une certaine mesure, pour dire « vous savez ce qui arrive ». On sait ce qui arrive. On voit tout ce qui se passe. La seule façon d'isoler les forces navales américaines pour qu'elles puissent tirer librement, c'est-à-dire tirer sur tout ce qui bouge, c'est de considérer que tout ce qui entre dans le détroit d'Ormuz est désormais hostile, aussi bien du côté américain que du côté iranien. Parce que l'Iran a décrété que le détroit était fermé à tout le monde, que personne ne devait y entrer. Donc, si vous êtes les États-Unis, tout ce qui s'y trouve est hostile. Si vous êtes l'Iran, tout ce qui s'y trouve est hostile. Autrement dit, feu à volonté dans le détroit d'Ormuz. Et le message adressé à la Chine et à la Russie, c'est que la seule manière d'isoler les forces navales américaines dans ce détroit, c'est de le fermer complètement. On sait que ça va vous faire du tort, alors on vous prévient à l'avance. Et au passage, on a besoin de votre aide. Donc, de l'aide arrive. Est-ce que ça veut dire forcément des forces chinoises ou russes directement? Non. Mais ça veut dire qu'il va y avoir un soutien de la Chine et de la Russie sur le plan diplomatique, politique et militaire pour rouvrir le détroit tout en le maintenant sous contrôle iranien. C'est un peu la bataille qu'on observe en ce moment. Mais ça peut changer en quelques heures, dans la journée, selon les résultats des prochaines frappes. Il pourrait y avoir, vous savez, si les États-Unis devaient, l'usine pétrochimique qui a été touchée à proximité, je ne pense pas que ce soit un raté accidentel. Je pense que c'est un tir très proche, appelez ça comme vous voulez, un coup d'avertissement, un tir de semonce, un peu comme la mafia qui laisse un poisson mort devant votre porte. Genre, on peut le faire. On peut le faire. Ne nous forcez pas à aller jusque-là.
Et même à ce stade, je pense que la prochaine étape, frapper les usines pétrochimiques, ce serait de viser les réservoirs de stockage, parce que ça fait une scène spectaculaire, non? On touche un réservoir, il y a une énorme fumée noire, une explosion. Mais en réalité, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est du pétrole déjà produit. Il est déjà là. On peut transférer le reste dans un autre réservoir. Les réservoirs, c'est relativement simple. On peut le mettre dans des camions ou ailleurs. Ce qui serait vraiment critique, c'est si les États-Unis commençaient à attaquer les équipements très spécifiques de ces installations. Ceux qui, s'ils sont détruits, bloquent la production ou le traitement pendant des semaines. Disons qu'il y a une pièce particulière qui met des semaines à être refabriquée si elle est détruite. Et si on touche ça, alors là, tout s'arrête pendant un moment. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut frapper et remplacer facilement avec des pièces déjà disponibles. Mais il y en a d'autres que si on les détruit, il faudra des semaines pour les refaire. C'est là, je pense, que les États-Unis vont devoir manœuvrer dans les 100 prochaines frappes, parce que 100 cibles, c'est énorme. Ils vont tourner autour de cibles militaires, de défense côtière, d'actifs de la marine du corps des gardiens de la Révolution et de la marine iranienne le long de la côte. L'île de Zurich, par exemple, c'est le quartier général de la première division navale des gardiens de la Révolution. Et il y a d'autres quartiers généraux de division tout le long du détroit d'Ormuz. Mais je pense aussi que dans certaines de ces frappes, il y en aura qui vont passer très près, voire toucher qu'à certaines installations pétrochimiques ou pétrolières. À mon avis, on va voir ça arriver. On dirait qu'une nouvelle vague d'attaques, cette nouvelle vague, est en train de se produire en ce moment même, pendant qu'on parle. Oui. Et d'après les informations, ça se passe sur les hauteurs de Dashti, près de la région de Bushehr. Bushehr, vous savez, là où se trouve la centrale nucléaire. Il y a une centrale nucléaire à Bushehr. L'attaque est en cours. Je suis désolé, voici Bushehr. Oui. Voici le détroit. Tout là-haut, c'est Bushehr. Et qu'est-ce qu'il y a juste à côté de Bushehr? Exactement. L'île de Karg. L'île de Karg. Et s'ils décident sur l'île de Karg, parce qu'ils parlaient d'une invasion de l'Iran, à chaque fois qu'ils en parlaient, que ce soit Keith Kellogg ou le général Keane, peu importe, c'était toujours à propos de l'île de Karg. Ensuite, ils ont évoqué l'île des Peshmergas. Mais il semble que l'objectif principal, s'ils tentent quelque chose, ce sera bien l'île de Karg. Et comment voyez-vous ça dans le cadre d'une invasion? Depuis le début de la guerre, on a vu les États-Unis frapper l'Iran, mais pour l'instant, l'Iran ne réagit pas. Il frappe des cibles au Kurdistan irakien, à Erbil, au Kurdistan irakien, vous voyez. On a l'impression que, s'ils sentent qu'une forme d'invasion se prépare, ils veulent, disons, infliger beaucoup de souffrance aux terroristes kurdes, tout en maintenant le contrôle des États-Unis dans le sud, près du golfe Persique. Pensez-vous que ce seraient de nouvelles attaques? La réponse de l'Iran consiste toujours à chercher comment empêcher une future attaque. Où sont préparées les prochaines offensives? Quelles ressources sont mobilisées pour ces attaques à venir? C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui plus d'attaques contre l'Arabie saoudite qu'avant, parce qu'on a déplacé une grande partie de nos moyens vers la base aérienne en Arabie saoudite. D'où vont partir les ravitailleurs, les frappes, les munitions et tout ce qui sert à ces opérations aériennes? Eh bien, de là-bas. Cet élément fait désormais partie du calcul stratégique. Donc, quand l'Iran réagit, il se demande « Qu'est-ce que je peux frapper pour stopper cette vague d'attaques actuelle et pour empêcher ou affaiblir la suivante ?» De son côté, les États-Unis mènent une offensive totale, frappant une grande variété de cibles. Mais en ajoutant toujours un petit quelque chose en plus sur les zones où ils savent qu'ils vont se concentrer.
Donc, vous ne voulez pas détruire ou faire exploser l'île de Karg, parce qu'à ce moment-là, elle ne sert plus à personne. Si vous prenez le joyau de la couronne et que vous le détruisez, eh bien plus personne n'en profite. Alors, la mission tactique pour l'île de Karg, ce serait de la prendre et de l'isoler, de la contrôler, la maintenir à un niveau de capacité générale, mais la saisir et la contenir, la couper du reste. Bon, si vous voulez faire ça, il faut le faire par une sorte d'assaut amphibie. On ne peut pas bombarder l'île de Karg pour la contrôler. Comme je l'ai dit, dans ce cas, on la détruit et on la perd. Donc, où est-ce qu'on frappe alors pour couper les forces, pour isoler l'île de Karg, afin de pouvoir peut-être y déployer une force limitée sur le terrain pour la tenir? Eh bien, ce serait Bushehr, non? C'est là que se trouvent les bases navales, là où la majorité des forces navales des gardiens de la Révolution, celles qui défendent ou soutiennent l'île de Karg, sont stationnées. Donc c'est là qu'il faudrait frapper. Et maintenant, c'est ce qu'on voit dans le sud, non? Avec l'île de Keshm. Bon, on ne veut pas détruire toute l'île de Keshm. L'idée, c'est de neutraliser leur communication, de frapper les petites îles autour, celles qui leur permettraient de... Encore une fois, l'objectif, c'est de les isoler. On ne veut pas tout raser, parce qu'il faut garder la piste, l'aéroport, la base aérienne de Keshm intacte pour pouvoir ensuite l'utiliser. Les États-Unis pourraient alors s'en servir comme base avancée. Vous avez maintenant un aérodrome, un aéroport, juste au large des côtes iraniennes, pour renforcer les opérations d'interdiction aérienne. Ce que j'imaginais depuis le mois de mars, quand nous sommes entrés dans cette guerre, c'est que s'il devait y avoir une solution tactique à un problème opérationnel, une façon de dénouer ce nœud stratégique, il faudrait agir selon une approche à 3 volets, simultanés ou presque simultanés, quand le moment viendrait. Tout le monde pensait que ce moment arriverait. Moi, je ne pensais pas que ce serait dès le début, parce qu'à ce stade, nous n'avions pas encore les ressources nécessaires. Mais ce que je vois maintenant, c'est que d'après tout ce qu'on fait et les endroits qu'on frappe, il va y avoir, à mesure que les forces navales pourront avancer plus loin et intercepter dans le détroit d'Ormuz, on va voir beaucoup de ressources iraniennes se concentrer là-dessus. Et en même temps, juste à côté, enfin, juste en face de l'île de Karg, c'est une ligne droite. Il y a le Koweït, il y a la base aérienne d'Ali al-Salem, le camp Arif Jan, le camp Buehring, des endroits où on peut déployer beaucoup de soldats et beaucoup d'avions. Donc on sait que des choses sont déplacées vers le Koweït, parce que l'Iran continue de frapper le Koweït dans ses ripostes. Il se passe donc quelque chose sur les bases au Koweït que l'Iran cherche à intercepter. Ce que je vois venir, c'est une opération limitée. Une attaque, oui, mais limitée, sur l'île de Karg. Peut-être une action dans le détroit d'Ormuz, avec une incursion temporaire. Une attaque aérienne, un raid, la prise d'un aérodrome sur l'île de Keshm. Tout ça pour créer les conditions nécessaires, pouvoir faire venir des moyens aériens, avoir le contrôle, disposer d'une voie d'entrée et d'une voie de sortie pour une mission commando chargée de récupérer de l'uranium. C'est la porte de sortie de Donald Trump. C'est ce qu'il pourra dire. On a récupéré l'uranium, le reste ne nous intéresse pas, on se retire. Les bases dans la région, plus notre problème. On reste en Israël. Les États du Golfe, débrouillez-vous. Le détroit d'Ormuz, ce n'est plus notre problème. La Chine, la Russie, à vous de gérer ça. Nous, on trouvera une autre solution, où on paiera l'amende de 2 millions de dollars. On trouvera bien quelque chose. Mais l'Iran, vous n'aurez pas la levée des sanctions. Vous n'aurez pas accès à vos avoirs gelés. Ce que vous voulez faire avec le détroit, peu importe. On n'est plus une cible et on a l'uranium. Vous n'aurez pas la bombe. Donald Trump gagne selon lui. C'est ça le calcul de Donald Trump.
Et je pense que c'est exactement ce qu'il cherche dans cette nouvelle escalade. Il peut le faire. Il a le prétexte, ils ont abattu notre hélicoptère, on part en guerre. Voilà la raison. Regardez, on est en guerre. Ça va s'intensifier. Il n'aura pas une autre occasion de mettre la main là-dessus, de valider ce billet et de dire « on a gagné ». Donc, ça arrive. Ça va se passer dans les prochains jours. On va voir une activité accrue dans et autour de l'île de Kharg. Rappelez-vous, ce n'est pas parce qu'il ne se passe encore rien sur l'île de Kharg que ce n'est pas l'objectif. Il va y avoir plus d'activités et plus de frappes dans et autour de Kharg. Plus d'activités et de frappes aussi autour de l'île de Keshm. Une force navale combinée à une force terrestre va se diriger vers Keshm. Ce sera une prise temporaire, pas des troupes installées en permanence, pas une invasion. Je n'utiliserai pas le mot invasion, plutôt une sorte d'assaut amphibie ou terrestre sur l'île de Kharg. Saisir, contrôler et isoler. Saisir, contrôler et isoler dans le sud. Créer les conditions pour un raid stratégique, ABC, presque simultané, une fois les conditions réunies. Donc au cours des prochaines 24 à 48 heures, on va voir beaucoup de préparation, des frappes qui continuent, une activité navale soutenue, un renforcement des forces et le repositionnement des ravitailleurs dans certaines zones pour faciliter les opérations. Parce que, pour faire voler des C-17 ou des C-130 pleins de parachutistes et les larguer depuis le ciel, il faut du carburant dans ces avions. On ne peut pas faire décoller un C-17 ou un C-130 depuis Israël et aller jusqu'à la zone d'opération sans escale. Il faut qu'ils soient chargés de troupes et qu'ils arrivent en vol rasant pour effectuer le largage. Il faut une base de transit intermédiaire, et cette base ne peut pas être en Israël à cause du nombre de frappes qu'ils subissent. Donc je pense que les États-Unis utilisent le Koweït et l'Arabie saoudite comme base de transit intermédiaire pour leurs forces respectivement au sud et au nord, afin de mener ces opérations. L'Iran le sait. Leurs tirs, leurs représailles viseront systématiquement ces zones. Ils chercheront aussi à neutraliser toute communication critique au quartier général de la 5e flotte, à Bahreïn, avec des frappes d'opportunité contre Israël. Mais pour l'instant, ils se concentrent sur la cible à 50 mètres, pendant que les États-Unis mettent en place cette approche simultanée en 3 volets. C'est ce que je pense qu'on va voir. C'est comme ça que je vois la situation évoluer. Voici ce qu'a dit Donald Trump sur Fox News. Il affirme avoir parlé directement avec un responsable iranien et que celui-ci lui aurait demandé d'arrêter. Alors il a dit qu'il allait bientôt arrêter les bombardements. Et il a ajouté sur Fox News que s'il ne conclut pas d'accord, on les bombardera à nouveau dès demain. Franchement, je ne vois pas l'intérêt d'un tel cessez-le-feu. Il n'y a pas de cessez-le-feu. C'est Donald Trump qui dit, en gros, regardez tous les bombardements qu'on a faits. L'Iran supplie pour un cessez-le-feu. Mais s'ils ne le font pas, il va bombarder de nouveau. Donc le prétexte, ce sera la raison pour laquelle on entre dans cette nouvelle phase de bombardement. Ou ce qui va se passer le lendemain, c'est... Désolé de vous interrompre. Les sources iraniennes affirment qu'aucun responsable iranien n'a pris contact avec Donald Trump. Bien sûr. Bien sûr, il n'y a aucune négociation. Il n'y a aucun accord. Donald Trump ne parle à personne en Iran. Personne en Iran ne parle à Donald Trump. Donald Trump ne parle à personne. Si tout le monde n'a pas encore compris cette arnaque façon pyramide de Ponzi, c'est bien que Donald Trump ne parle à personne. Et ses conseillers non plus ne parlent à personne. Ni au Hezbollah, ni aux gardiens de la révolution, ni au gouvernement iranien. Ils ne parlent à personne. Il n'y a aucun accord sur la table, aucune négociation en cours. Il n'y a pas de soi-disant accord presque conclu que l'Iran refuserait de signer. Ils balancent simplement ça pour faire semblant, pour pouvoir dire ensuite « Regardez, on a réussi un coup ».
Ils supplient pour un accord. Nous, on en est sortis. Ils n'en voulaient pas, donc on va frapper à nouveau. Tout ça, c'est juste un prétexte pour continuer ces frappes. Il n'y a jamais eu la moindre intention de conclure un accord de paix. Il n'y a jamais eu la moindre intention de négocier. Donald Trump maintient sa position initiale, une reddition totale et inconditionnelle qu'il n'obtiendra pas de l'Iran. Alors il continue cette mascarade, ce théâtre de kabuki du genre « je parle à un tel ». En réalité, il ne parle à personne. Tony, est-ce que tu penses, est-ce que tu as le sentiment, enfin, j'ai l'impression que la réponse de l'Iran va tomber pendant qu'on parle et qu'ils vont frapper une cible. Oui. Quelle heure est-il en Iran en ce moment? Attendez, laissez-moi vérifier. En Iran, il est 8 heures d'avance? Oui, il est 3 heures du matin. Oui, 3 heures. Est-ce qu'ils ont quitté ce décalage d'une demi-heure ou est-ce qu'il est 3h36 du matin? Oui, non. C'est juste que j'ai une heure d'avance sur toi. Tu as 8 d'avance, moi. Je sais, mais tu vois, l'Afghanistan, il a 6 heures et demie d'avance sur moi. 6h30 d'avance, c'est bien ça. Il y aura 7 heures et demie de décalage avec toi. Devant moi. D'accord. Oui, parce que certaines personnes ne réalisent pas que, par exemple, l'Afghanistan et l'Iran, ce n'est pas un décalage d'une heure complète, c'est une demi-heure. Ils ont cette différence d'une demi-heure. Donc oui, il est presque 3 heures du matin en Iran en ce moment. Et c'est justement le moment où, vous savez, ce genre de choses se produisent, pendant la période d'obscurité, la nuit, parce que surtout quand on parle d'avions ou de choses de ce type, ce n'est pas impossible d'agir en plein jour, mais c'est beaucoup plus probable que ça se passe la nuit, ou dans une période sombre, tôt le matin, avant ce qu'on appelle dans l'armée le BMNT, c'est-à-dire Before Morning Nautical Twilight, avant l'aube nautique. Le CENTCOM vient de publier que selon les affirmations du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, le détroit d'Ormuz serait fermé. Mais en réalité, les navires commerciaux continuent de passer, dans les deux sens, à travers le détroit d'Ormuz. C'est incroyable à voir. Qui dit que les navires commerciaux continuent de passer? Oui, le CENTCOM. N'importe qui en ce moment peut aller voir sur le site de Maersk ou sur n'importe quel autre outil de suivi du trafic maritime et vous verrez qu'il y a peut-être des navires qui étaient là et qui sont en train de partir. On ne traverse pas le détroit d'Ormuz en hors-bord. Ce n'est pas comme ça, ça prend du temps. Donc les seuls mouvements que vous allez voir, ce sont soit des navires qui n'ont pas dépassé un certain point et qui font demi-tour, soit des navires qui arrivaient, n'ont pas dépassé un certain point et font demi-tour, soit des navires qui étaient déjà entrés, ont dépassé ce point et doivent maintenant aller jusqu'au bout pour sortir. En ce moment, tout le trafic dans le détroit d'Ormuz essaie de sortir parce que les gardiens de la révolution iranienne ont déclaré sa fermeture. Ils ont dit « le détroit est fermé ». Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tout de suite commencer à attaquer tous les navires qui s'y trouvent, qu'ils entrent ou qu'ils sortent, à cause de cette nouvelle déclaration. Alors oui, il y a encore des navires commerciaux dans le détroit en train de transiter pour en sortir. Bien sûr qu'il y en a, mais le détroit, lui, est fermé. Oui. Alors, Tony, voilà ce qu'a dit le camp américain, Donald Trump. C'est le cessez-le-feu le plus violé de toute l'histoire du monde. Donald Trump dit ça à propos de l'Iran. Non, il parle de lui-même. Le cessez-le-feu le plus violé.
En gros, il dit que c'est le cessez-le-feu le plus violé de l'histoire du monde, parce qu'il parle de lui-même en train de violer le cessez-le-feu, tout en le maintenant en place. D'accord. Moi, j'avais compris que le point de Donald Trump, c'était de dire que c'est le cessez-le-feu le plus violé de tous les temps, et que c'est à cause de l'Iran, parce que selon lui, l'Iran l'a enfreint à plusieurs reprises. Le rapport ne montre pas le sens de la déclaration de Donald Trump. Si Donald Trump a fait cette déclaration, c'est qu'il essaie de mettre en avant, à sa manière, l'idée qu'il y aurait un cessez-le-feu, mais que l'Iran continuerait à le violer. Ce qui est franchement risible, non? Et même si c'était vrai, ça n'a absolument rien à voir avec les violations du cessez-le-feu qu'Israël commet chaque jour. Franchement. Et si on veut parler des pires cessez-le-feu de l'histoire, ou de ceux qui ont été le moins respectés, il suffit de regarder du côté d'Israël, de Gaza, du Liban. C'est une déclaration complètement déconnectée de la réalité et vraiment ridicule. Parce qu'en plus, dans tout ça, de quelle manière l'Iran aurait-il violé la politique de cessez-le-feu? J'invite quiconque à me donner un seul exemple d'une violation de ce cessez-le-feu. Parce que si vous êtes un navire de la marine américaine ou un avion de la marine américaine et que vous menez un acte de guerre, et je vais aussi le dire, un blocus. Ce qui, soit dit en passant, est un blocus. Exactement. Un blocus, c'est un acte de guerre. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un cessez-le-feu tout en prétendant le faire respecter par un acte de guerre. C'est un paradoxe. On ne peut pas avoir les deux. Il n'y a jamais eu de cessez-le-feu. Jamais. Je pense qu'une partie de l'agenda, Tony, c'est de recréer la situation telle qu'elle était avant le début de cette guerre, dans le cas d'Israël. Parce qu'ils veulent qu'Israël attaque le Liban sans subir la moindre conséquence, sans aucune réponse du Liban. Voilà. Ils veulent une impunité totale pour Israël dans ses attaques contre le Liban. Je suis complètement d'accord avec vous. En partie, les États-Unis essayent de revenir en arrière, de dire « est-ce qu'on peut simplement revenir au 27 février, faire comme si rien ne s'était passé, oublier tout ça et continuer pour permettre à Israël de poursuivre les combats au Liban sans réaction de l'Iran ». Mais voilà, c'est ça le problème. Beaucoup l'ont déjà dit, cette boîte de Pandore est ouverte. Une fois que le génie est sorti de la lampe, on ne peut plus le faire rentrer, pour ainsi dire. Le lait est renversé. Quelle que soit l'image qu'on emploie, il n'y a plus de retour possible. On ne reviendra pas à la situation d'avant. Oui, je pense que cette époque est révolue pour Israël. Ils essaieront peut-être de faire quelque chose au Liban, mais ce soir, dans son interview, Donald Trump a déclaré sur Fox News qu'Israël n'était pas impliqué dans cette attaque contre l'Iran. Selon moi, le fait de préciser qu'Israël ne fait pas partie de cette attaque vient surtout de leur inquiétude à propos de ces avions stationnés à l'aéroport Ben Gurion. Absolument. Oui, absolument. Israël a franchi la ligne. Ils ont franchi la ligne rouge avec l'Iran et ils ont obtenu exactement ce que l'Iran avait dit qu'il ferait. L'Iran a ensuite répondu en disant « Refaites ça et cette fois on ne frappera pas seulement au nord, on vous touchera à Tel Aviv ». Donc Israël a franchi la ligne rouge, s'est fait taper sur les doigts et sait maintenant qu'il ne peut plus la franchir tant que l'Iran n'est pas sorti de l'équation, ou du moins rendu incapable de réagir. Et même dans ce cas, on voit maintenant la fracture entre Donald Trump et Netanyahou s'élargir encore davantage. Souvenez-vous, il n'y a pas d'honneur entre voleurs. Et quand on regarde ces deux-là, on voit bien comment leurs agendas respectifs sont en train de se désunir. Avant, quand Israël menait ses frappes, qu'est-ce que disaient les États-Unis?
Oh, on n'a rien à voir avec ça. Ce n'était pas nous, pas nous. Et l'Iran répondait, c'est n'importe quoi. Ils n'auraient jamais pu le faire sans vous. Maintenant, les États-Unis répliquent à travers l'Iran, et la première chose qu'Israël dit, c'est « ce n'était pas nous. On n'a rien fait. Ne nous mêlez pas à ça. » On voit donc que chaque camp de l'alliance entre les États-Unis, Israël et les États du Golfe impliqués, est en train de se fissurer très vite. Chacun dit « c'était moi ». Non, pas moi. Et ça, c'est une recette pour le désastre. Parce que si vous êtes l'Iran, vous dites « d'accord, c'était pas vous ?» Très bien. Alors restez en dehors de ça. Boum, 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 boum. Vous frappez partout. Et ensuite, s'ils réagissent, vous dites « ah bon, je croyais que vous n'étiez pas impliqué ?» Eh bien, maintenant, vous l'êtes. Et là, vous répondez vite. Vous les forcez à assumer leurs paroles, pour ainsi dire. Vous êtes dedans ou dehors parce que vous étiez dedans et maintenant vous dites que vous êtes dehors. Vous le pensez vraiment? Voilà, c'est ça, l'art de la négociation selon Donald Trump, non? Malheureusement, cet art-là ne fonctionne pas quand on a affaire à des gens qui ont un peu de bon sens. Oui, voilà ce qu'ont déclaré les responsables iraniens. C'est un communiqué publié par Tasnim News. Il dit que l'Iran répondra de manière décisive à toute agression militaire des États-Unis et ne cédera jamais face aux menaces ou à la folie militaire américaine. Il a ajouté que chaque agression américaine recevra une réponse militaire ferme et non une complaisance politique. Quel que soit le jour, nous l'avons déjà prouvé par le passé et nous le prouverons encore à l'avenir, que ce soit demain ou dans les jours qui viennent. Parce que Donald Trump a dit qu'il attaquerait si l'Iran ne faisait pas de concessions, s'il ne cédait pas, il attaquerait à nouveau l'Iran dès demain. Et ces nouvelles déclarations montrent qu'ils vont répondre et qu'ils ne reculeront pas. C'est le message adressé à Donald Trump. La rhétorique de Donald Trump, tout ce qu'il dit en ce moment, c'est surtout pour la consommation intérieure. C'est pour le public américain, pour le Congrès, vraiment pour les États-Unis. Personne d'autre n'y croit, personne d'autre n'achète ce discours. Et j'espère qu'à ce stade, ici au Capitole, les gens ne s'y laissent plus prendre non plus. Malheureusement, beaucoup y croient encore. On l'entend dans les couloirs. On l'entend littéralement dans les couloirs du Congrès. On l'entend même à la cafétéria. Des gens assis qui discutent en disant que Donald Trump fait un excellent travail, que c'est un génie et qu'il a l'Iran exactement là où il le veut. Et là, tu restes assis, tu écoutes ça, dans notre capitale, et tu te dis, mais ils sont complètement déconnectés, non? Alors quand tu regardes la situation comme on en parlait tout à l'heure, Donald Trump réplique, « Ah, ils veulent un accord. Ils veulent un accord. Et l'Amérique, ils veulent un accord. » Et la plupart des Américains vont se dire, « Oui, c'est vrai, ils veulent un accord. » Puis demain, Donald Trump va arriver et dire, « Hey, on leur a proposé un accord, on leur a offert une porte de sortie. » Ils n'en ont pas voulu. Ils n'ont pas accepté l'accord du bienveillant Donald Trump avec ma généreuse proposition. Alors maintenant, on va les frapper encore plus fort. Et tout le monde va réagir. Oui, eh bien, tu as raison. Vous lui avez proposé un accord. Il n'en voulait pas. En réalité, il n'y a jamais eu d'accord. Il n'y a jamais eu de négociation. Il ne parle à personne. Tout ça, c'est inventé. C'est un mensonge. C'est une mise en scène pour continuer à faire monter la tension. Le plan était déjà fixé, et tout ce qui se passe ensuite semble presque écrit d'avance. À chaque étape, on se dit, monsieur, il faut un événement. Il faut que quelque chose se produise maintenant. C'est notre prétexte, notre déclencheur pour relancer tout ça. On ne peut pas simplement dire que c'est une question de négociation, puisque l'Iran a suspendu les négociations. Alors quoi? On va se battre pour négocier ça. Il nous faut un élément. Et là arrive cet Apache abattu, n'est-ce pas? Et à partir de là, c'est comme, OK, on y va.
we're going to do this. Donald Trump, you're going to do this. Donald Trump, tu vas faire ça. Tu vas dire ça, ça et ça. Ensuite, on va continuer. Et puis tu vas dire ça, et on va encore continuer. Et tout du long, on avance selon le plan qui était déjà en place. Il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines maintenant, 14, 15, 17 jours peut-être, quand Donald Trump, dans la salle de crise, a réuni ses principaux conseillers et ses conseillers militaires pour mettre au point ce plan, Opération Sledgehammer. Excusez-moi. Eh bien, ce qu'on voit maintenant, c'est le début de l'opération Sledgehammer, la phase opérationnelle. Elle commence maintenant. Et je m'attends même, dans les prochains jours, à ce que Donald Trump annonce que les hostilités reprennent complètement. Ils ne veulent pas négocier. Nous, on essayait de se battre pour les ramener à la table des négociations. On leur répondait, on faisait tout pour qu'ils reviennent, mais ils ne veulent pas revenir. Alors maintenant, on passe à l'opération Marteau-Pilon. C'est parti. Et il va être sous pression, avec un compte à rebours de 60 jours, parce que le Congrès américain l'a déjà désavoué 1 ou 2 fois, vraiment, à la fois à la Chambre et au Sénat, en vertu de la loi sur les pouvoirs de guerre. Est-ce qu'ils vont le refaire? Oui, probablement. Donc la raison pour laquelle il ne l'a pas encore annoncé, c'est qu'il est déjà en train de jouer contre la montre. Faites traîner les choses. À ce moment-là, oh, ce n'est pas la guerre, c'est un cessez-le-feu. On n'est pas en guerre, c'est juste un cessez-le-feu. On fait ça simplement pour les amener à négocier. Et moi, je négocie, je leur parle. Donc ça ne compte pas. Non, ça ne compte pas. Mais ensuite, dans la réponse suivante, c'est « on a essayé de négocier, ils n'ont pas voulu accepter l'accord. Alors on a réagi, et maintenant on est de nouveau en guerre. » À partir de là, le compteur démarre. Sauf qu'il a déjà une longueur d'avance, parce qu'il avait déjà un peu lancé l'opération sous prétexte que c'était un cessez-le-feu, tout en avançant vers les objectifs que j'ai décrits au début de ce passage. Oui. D'après certains médias israéliens, un des navires de guerre américains présents en mer d'Oman aurait été touché par un missile hypersonique iranien. Oui. Et là, à l'instant, le CENTCOM vient d'annoncer qu'aucun navire de guerre américain dans le détroit d'Ormuz n'a été touché par l'Iran. C'est ce que le CENTCOM a communiqué. Le CENTCOM américain va tout nier. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une frappe, non, c'était un incendie dans une buanderie. Non, c'était un dauphin qui nous a percutés. C'était... Vous vous souvenez du Yémen? Tu te souviens de ce que c'est? Ouais, au Yémen, c'est ça? Ouais. Franchement, les excuses sont juste ridicules. Et puis tout à coup, sans prévenir, oh, l'Iran aurait abattu un hélicoptère Apache. Donc vous êtes en train de nous dire, CENTCOM, que l'Iran a échoué dans absolument toutes ses missions. Chaque missile a raté. Chaque roquette a raté. Tout a échoué. Tout a échoué. Mais cette fois-là, ils auraient réussi à toucher un A8C4 Guardian avec un drone et personne n'est mort. Et on est censé croire ça. Et maintenant, on a des forces navales dans le détroit, venant du golfe d'Oman, exactement à l'endroit que j'ai indiqué. C'est là que ça s'est passé. Ici même. Et le CENTCOM dit « Non, tout va bien, il ne s'est rien passé. » Demain, on va sûrement apprendre qu'il y a eu, je ne sais pas, un incendie dans la buanderie, ou que le terrain de volley s'est effondré, et que non, ce n'était pas une frappe. J'en sais rien. Il y aura forcément une autre excuse pour expliquer les dégâts visibles qu'on voit là. Et franchement, à ce stade, tout ce qui sort du CENTCOM sur leurs réseaux sociaux, via leurs responsables de communication, c'est du n'importe quoi. Oui, voyons ce qui va se passer. Je pense qu'en ce moment, Tony,
le point principal, quand on parle des États arabes, des pays du Golfe, c'est qu'aujourd'hui, une délégation du Qatar est partie en Iran pour essayer de discuter avec eux. Et Donald Trump a déclaré sur Fox News qu'ils avaient confirmé que cette délégation se rendait en Iran en coordination avec les États-Unis pour tenter de combler le fossé entre l'Iran et les États-Unis. Ce qui est ironique, c'est que les États-Unis eux-mêmes ne sont pas capables de communiquer directement avec l'Iran et qu'ils doivent envoyer le gouvernement qatari pour le faire à leur place. That's right. But apparently, C'est ça. at any given time, Mais apparemment, on a un mercredi Wednesday soir night ou un or jeudi Thursday matin, à morning n'importe in quel Iran, moment en Iran, you can just Donald pick the Trump phone and pourrait talk juste to décrocher le téléphone et parler à Khamenei. Du moins, c'est comme ça qu'il le fait croire. Je parle à l'Iran. Qu'est-ce que ça veut dire? Je parle à l'Iran. Il parle à quelqu'un à Washington qui sait où se trouve l'Iran sur une carte, et ça, pour lui, c'est parler à l'Iran? Sérieusement? Ils ont donné un téléphone à Stephen Miller. Ils l'ont installé dans le bureau d'à côté. Et ils lui ont dit, « Quand ce téléphone sonne, fais comme si tu étais l'Iran. » Et à Donald Trump, ils ont dit, « Voilà le numéro de l'Iran, 0800 Ayatollah. » Il appelle, il tombe sur Stephen Miller, et il croit qu'il a parlé à l'Iran. Comme je l'ai dit, il n'a jamais parlé aux gardiens de la révolution. Il n'a jamais parlé à personne dans les hautes sphères du gouvernement iranien. Il n'a pas parlé à la direction du Hezbollah. Qassem Nasrallah lui-même est sorti pour dire qu'il n'avait pas parlé avec eux. Donc en réalité, il ne parle à personne. Et je ne pense pas que ce soit une illusion. Je pense qu'il est dans l'illusion, oui, mais pas sur ce point précis. Je crois qu'il ment délibérément au peuple américain. Parce que la majorité des Américains, vus de l'extérieur, se disent sûrement « Bon, le président leur parle, c'est normal, c'est ce qu'on fait en temps de guerre, non? On parle à l'autre camp. » Mais ce n'est pas le cas, parce qu'on n'apporte rien à la table qui vaille la peine d'être négocié. On revient sans cesse avec la même proposition, encore et encore. C'est un peu comme si vous étiez en train de négocier pour acheter une maison et que vous disiez « Eh bien, c'est un peu trop cher pour moi. » Ajoutez un nouveau toit et je l'achète à ce prix-là. Vous attendez quelques jours. Ils reviennent avec une nouvelle offre et c'est exactement le même prix de vente, sans rien de plus. Vous vous dites « Mais c'est la même chose. » Puis ils reviennent encore et cette fois non seulement ils ne vous offrent rien, mais en plus le prix de la maison a augmenté. Et là vous vous dites « Attends, le prix monte et tu me donnes toujours rien. » C'est encore pire que le mauvais accord d'avant. Les États-Unis sont en train de louer de mauvais accords, de très mauvais accords. Ce n'est pas de la négociation, ça. C'est une tentative de forcer la capitulation. Et ça n'arrivera pas avec l'Iran. Je ne comprends pas comment quelqu'un dans l'administration Trump peut penser, d'un point de vue historique, que ça marche. Quand est-ce que ça a déjà marché dans un conflit à n'importe quelle époque? Même face aux talibans, après 20 ans, vous voyez. Les talibans sont partis avec la maison, l'évier de la cuisine et même le chien de l'ex-femme. Ils ont tout pris. Absolument tout. Je veux dire, on leur a laissé une armée. On leur a laissé leur commandement intact et formé. Il y a aujourd'hui des dirigeants talibans que j'ai moi-même formés, avec qui j'ai servi dans l'armée afghane, dans les commandos. Quand on voit les photos du chef taliban à Kaboul, après notre départ, quand il entre dans le palais présidentiel et qu'il s'assoit au bureau du président, les deux types à côté de lui avec leur M4, ce sont des gars que nous, les forces spéciales, avons entraînés. Et là, on se dit, ah oui, je le connais, celui-là. On les a formés. Donc, on leur a laissé une armée entraînée. On leur a laissé du matériel. On leur a laissé des munitions. On leur a laissé assez de munitions pour franchement relancer la guerre soviéto-afghane et la gagner. On leur a tellement donné. Alors le Vietnam, je veux dire les Nord-Vietnamiens sont restés au nord.
Et nous, on a pris le Sud. Et au final, ils ont tout pris. Ils ont tout. Montrez-moi une guerre où on a obtenu une reddition totale et inconditionnelle, sans que ça coûte des centaines de milliers de vies. Et même quand on y est arrivé, ces conditions n'ont pas duré. Regardez le Japon. Le Japon détient aujourd'hui la majeure partie du dollar américain. Le pays qu'on avait forcé à capituler sans condition détient maintenant le plus de pouvoir dans notre déficit, qu'il s'enfonce lentement ou rapidement. Ça ne ressemble pas vraiment à une défaite. Les choses prennent du temps. Alors, qu'est-ce qu'on essaye d'obtenir avec l'Iran? Il n'y a pas de victoire possible. On ne peut pas gagner, parce qu'on est entré dans une guerre où il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas de trophée. Il y a le statu quo, et il y a pire. Et on essaie de maintenir ce statu quo, de l'améliorer petit à petit. Mais déclencher une guerre pour essayer de corriger ce statu quo, ça ne mène à rien. Il n'y a pas de trophée, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de gain. Oui, aujourd'hui, CNN et Fox News ont annoncé que l'inflation aux États-Unis atteint 4,2% au mois de mai, le niveau le plus élevé depuis 2023. Oui. Et à partir de là, ça va continuer à augmenter. On ne dirait pas que les choses vont s'arranger avec cette guerre qui continue. Et Donald Trump. Est-ce que le prix de l'essence a un peu baissé? Pas vraiment. Il augmente moins vite, mais il continue d'augmenter. Il ne baisse pas. Donc, l'inflation, dans les chiffres de mai, on verra bien ce que donnera la fin juin. Mais ça ne va pas être joli. Non. Surtout maintenant, avec le détroit qui revient à une fermeture totale. Ça va secouer les marchés. C'est pour ça que quand l'Iran a dit « c'est fermé », les États-Unis ont tout de suite répondu « non, 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 ce n'est pas fermé ». Parce qu'on n'est que mercredi. Il faut attendre vendredi pour dire que c'est fermé, que le marché s'effondre, et ensuite faire quelque chose pour qu'il remonte lundi. Donald Trump est devenu le guerrier du week-end, celui qui manipule les marchés boursiers le vendredi et le lundi. Et si ce n'est pas encore clair pour tous les Américains, alors je ne sais plus quoi dire. On peut bien mener un cheval à l'eau. Oui, il nous reste 2 jours avant le week-end, et on dirait que, je ne sais pas trop, quelle sera la réaction de l'Iran. On va avoir une sorte de riposte iranienne. Ils ont dit que ce serait une attaque décisive, une représaille dans les prochaines heures. On va voir ce qui se passe. Et là, on risque d'avoir, si eux attaquent, alors ce sera œil pour œil, coup pour coup. Eh bien, non seulement on va entrer dans ce jeu de représailles, mais les États-Unis on va faire du donnant-donnant. Sauf que ce sera, ils ont fait ça, on répond, mais on en rajoute un peu. Chaque réponse de notre part aura un petit quelque chose en plus, parce qu'on se dit, leur réaction était un peu trop dure. Ils ont été trop durs. Donc on va en faire davantage. Et ensuite, à chaque échange, ça monte. C'est ce que je dis depuis des semaines. Une fois que l'escalade reprend, ou que la guerre devient à nouveau cinétique, l'escalade devient exponentielle. Chaque action s'appuie sur la précédente, de façon exponentielle. Et c'est exactement ce qu'on va voir. La frappe que les États-Unis prévoient ce soir vise une centaine de cibles. Et on va voir, je pense, beaucoup de rapports venant de l'île de Hachem, des zones autour de l'île de Karg et de la région juste au large de Bushehr, là où se trouve aussi la centrale nucléaire. On va beaucoup entendre ces noms revenir. Ouais. Je ne sais pas si l'Iran va attaquer Israël ou pas, mais je suis sûr qu'ils vont frapper quelque part en Israël. Je ne sais pas si ce sera l'aéroport Ben Gurion. S'ils s'en prennent à l'aéroport Ben Gurion, ce serait une cible énorme, vraiment énorme. Il y a aussi beaucoup d'avions américains sur place.
Et dans les environs de Tel Aviv, il y a également une forte présence de forces américaines, parce que toutes celles qu'on envoie pour le quartier général du CENTCOM ne vont pas au Qatar, elles vont en Israël. Donc oui, il y a beaucoup de soldats américains là-bas. US soldiers there. Où peuvent-ils mettre ces avions si ce n'est pas en Israël? Ils vont les installer en Grèce, aux États-Unis, loin de la région. Yeah, that's what I'm saying. You either gotta look at Israel. Oui, c'est ce que je dis. Il faut regarder du côté d'Israël, et je pense qu'ils en ont déplacé une partie vers l'Arabie saoudite. Ils ont renforcé cette base, et c'est pour ça que maintenant l'Arabie saoudite est visée. Parce qu'avant, on se demandait, pourquoi ils frappent l'Arabie saoudite maintenant? Eh bien, parce qu'on a transféré beaucoup de matériel vers la base aérienne en Arabie saoudite. Oui, et on a aussi déplacé pas mal de choses vers Ali al-Salem, ce qui explique encore une fois que si on regarde les cibles qu'Iran continue de frapper à chaque riposte, c'est toujours les mêmes. Le Koweït, Bahreïn et maintenant l'Arabie saoudite. Donc il y a quelque chose à Bahreïn qui a une importance stratégique, soit pour la capacité des États-Unis à mener ce conflit, soit pour quelque chose qui se prépare. Il se passe quelque chose au Koweït et aussi quelque chose en Arabie saoudite. Et je pense qu'en Arabie saoudite, on a déplacé beaucoup d'avions, beaucoup de matériel depuis Tel Aviv, beaucoup de ravitailleurs, de chasseurs, de munitions, de vraies bombes. Vous savez, les bombes, on ne les envoie pas depuis les États-Unis par la poste en 2 jours. Il faut les avoir sur place, avec des bunkers et des installations pour tout ça. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut les stocker. Donc Ali al-Salem en a, l'Arabie saoudite aussi. Alors si on déplace tout ça vers ces sites, c'est bien pour une raison. Je pense qu'il y a, disons clairement quelque chose au Koweït, un renforcement des forces ou quelque chose du genre, dont l'Iran est au courant. Et si on regarde où les États-Unis installeraient une base intermédiaire pour préparer des opérations vers l'Iran ou les îles, l'Arabie saoudite, le Koweït, eh bien, ils chercheraient à diriger et à contrôler tout ça depuis le Qatar ou Bahreïn. Mais le Qatar a, vous savez, déplacé pas mal de choses hors du pays. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils essayent de frapper Bahreïn aussi fort, pour éliminer cette position comme centre de commandement et de contrôle pour les États-Unis. Parce que si vous devez reculer votre commandement et que vous ne pouvez plus tout synchroniser aussi efficacement, ça ralentit votre élan, ça ralentit votre rythme opérationnel. Et quand ces épisodes plus intenses se déclenchent, tout repose sur le timing, le timing, le timing. It's all about timing, timing, timing. Oui, on va voir ce qui se passe dans les prochaines heures. Merci beaucoup, Anthony. Merci. C'est toujours un plaisir. It's always a pleasure. Et merci, Spoke. Comme toujours. Et bonne chance. On se revoit bientôt et je serai à Washington jusqu'à vendredi. Friday. D'accord. À bientôt. Talk to you soon. À bientôt. D'accord, Mitsiro. Bye. Merci.